Et justement, ça me permet peut-être la transition avec le sujet suivant. Bon, là, on a beaucoup parlé de préservation de la fertilité. On peut aussi se questionner sur la place de l'assistance médicale à la procréation versus la chirurgie dans les parcours compliqués des femmes en désir d'enfant malgré la maladie, avec la maladie. Et ben, du coup, je pense que Pietro, tu es bien placé pour nous en parler. Alors, merci beaucoup, euh, Yasmine. Alors, c'est vrai que c'est une thématique assez délicate dans le sens que euh, euh, m- m- malheureusement, il n'y a pas de conduite à tenir qui sont gravées dans le marbre. Et comme Isabella l'a dit, il y a plein de situations qui se discutent et que parfois euh, peuvent avoir peuvent différer d'une équipe à l'autre. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu comme la pathologie, on en a parlé beaucoup dans les webinaires précédents en disant que l'endométriose, l'adénomiose est une pathologie extrêmement hétérogène, également hétérogène la prise en charge et le conseil qu'on donne à ces patientes. Alors, mais globalement, dans un contexte de désir d'enfant, euh, les patientes ont trois options. Ces trois options sont la chirurgie, le traitement hormonal et le recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Le traitement hormonal, ça reste actuellement quelque chose de très important parce que qu'il s'agisse de pilules estroprogestatives, de progestatifs ou d'autres médicaments, tous ces médicaments bloquent l'ovulation et sont les traitements hormonaux de première intention de l'endométriose. Ils sont très efficaces pour soulager les symptômes. Malheureusement, pas dans 100% des cas. Et vous allez le voir, ils ont aussi un intérêt euh, pour les patientes qui souhaitent concevoir en assistance médicale à la procréation. On le verra dans quelques diapositives, mais globalement, ces traitements bloquent l'ovulation et malheureusement sont contraceptifs. Donc, ils n'ont pas vraiment un rôle déterminant dans la stratégie thérapeutique, dans le choix de la stratégie thérapeutique entre l'assistance médicale à la procréation et la chirurgie. Alors, je vous ai montré quelques résultats de l'assistance médicale à la procréation et la chirurgie. Le premier message, c'est que la chirurgie est intéressante parce qu'elle permet, dans la grande partie des études qui existent, d'augmenter les chances de grossesse. Ça varie en fonction des études. Ça va de 20% de grossesse jusqu'à à 70% de grossesse en post-opératoire. Donc, c'est certain que la chirurgie peut permettre d'augmenter les chances de grossesse. Néanmoins, la chirurgie peut être aussi associée à des problèmes. Ces problèmes sont en rapport avec les complications chirurgicales qui existent. L'endométriose est une pathologie qui altère de façon très significative la qualité de vie des femmes, mais reste une pathologie bénigne. Et donc, il y a des complications qui existent et qui dépendent du type de chirurgie. Et le type de chirurgie dépend du type de lésion d'endométriose. Parfois, des petites lésions nécessitent des chirurgies pas très invasives, mais des grandes lésions peuvent nécessiter des chirurgies très invasives qui comportent l'exérèse d'une partie de la vessie, de l'intestin. Et ces chirurgies-là sont malheureusement associées à des risques de complications qui peuvent être des problèmes urinaires, des fistules, etc. Et après, il y a aussi le problème que ces lésions d'endométriose sont souvent associées entre elles. Et le docteur Bourdon vous l'a dit tout à l'heure, quand on réalise une chirurgie au niveau des ovaires, malheureusement, on diminue la réserve ovarienne avec une diminution qui est estimée à 40% quand on retire un kyste de l'ovaire et jusqu'à 60% quand c'est deux kystes qui sont retirés des ovaires. Donc, une diminution de la réserve ovarienne. Et cette diminution de la réserve ovarienne, en fait, ça se traduit aussi avec des conséquences néfastes pour les femmes qui souhaitent concevoir, parce que si on réalise une prise en charge en assistance médicale à la procréation, c'est les femmes qui ont une chirurgie ovarienne, qui ont eu une exérèse d'un endométriome. Malheureusement, on sait qu'il y a un risque plus important d'avoir
une absence ou une diminution de réponse ovarienne. Et en fait, si malheureusement, dans un processus d'assistance médicale à la procréation, on n'arrive pas à obtenir des ovocytes, on ne peut pas aider la femme et ou le couple à concevoir. Donc, voilà, c'est pas non seulement une diminution d'un paramètre biologique, c'est aussi une diminution qui a des conséquences sur les chances de procréer en assistance médicale à la procréation. L'assistance médicale à la procréation donne des indications d'endométriose très sévères, comme des lésions avec des infiltrations digestives, des kystes ovariens, des adénomioses associées à ces lésions digestives, donc des phénotypes de maladies importants, donc sévères, montrent plutôt des résultats satisfaisants parce qu'on arrive à 60-70% de femmes qui ont un enfant à la maison après un processus d'assistance médicale à la procréation. On a des doutes parfois et on a l'impression que retirer chirurgicalement les lésions avant l'assistance médicale à la procréation ne soit pas intéressant parce que ne permet pas d'améliorer les résultats de l'assistance médicale à la procréation. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais on voit dans les données de la littérature que les femmes qui ont une endométriose, elles ont une probabilité de naissance en assistance médicale à la procréation dans ce travail qui est juste à quasiment 90% de probabilité de naissance après 4 cycles d'assistance médicale à la procréation, qui sont plutôt des résultats très intéressants. Mais malheureusement, quand il y a une adénomiose associée, comme l'avait évoqué tout à l'heure Isabella, dans les séries d'assistance médicale à la procréation, on retrouve cet effet néfaste de l'adénomiose sur le potentiel reproductif. Et alors, l'assistance médicale à la procréation reste un processus très éprouvant pour les femmes et les couples, mais il est éprouvant pour toutes les femmes et tous les couples. On n'a pas l'impression que les symptômes douloureux soient beaucoup plus importants chez les femmes qui ont une endométriose et que l'altération de la qualité de vie soit beaucoup plus importante que les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, ça reste une option qui est malheureusement euh, voilà, associé à un impact euh, important sur la vie des femmes et des couples, mais pas plus chez les femmes qui ont une endométriose que chez les femmes qui n'en ont pas. Je crois que les messages vraiment importants à retenir de façon très très simple, c'est que les deux approches, tant la chirurgie que l'assistance médicale à la procréation, sont des approches qui permettent d'aider les femmes, les couples à concevoir. C'est deux approches intéressantes, ce qui permet parfois de s'orienter plus vers l'un que l'autre, c'est plutôt les limites de ces approches. Et les limites concernent la chirurgie, notamment à cause du risque d'altérer la réserve ovarienne quand la chirurgie intéresse les kystes ovariens, et également des risques de complications chirurgicales quand c'est des lésions d'endométriose particulièrement euh, sévères anatomiquement. L'avantage le plus important de la chirurgie, c'est de pouvoir soulager les patientes qui ont une symptomatologie douloureuse trop invalidante, qui nous permet aujourd'hui, de façon globalement consensuelle, de dire, et ça c'est une donnée qui est acceptée par la grande partie des professionnels de santé dans le monde, c'est que probablement une des meilleures indications de chirurgie chez les femmes qui souhaitent concevoir, c'est quand il y a une symptomatologie douloureuse, invalidante et résistante au traitement hormonal, parce que on l'a essayé de l'introduire tout à l'heure, mais parfois des patientes qui ont un désir d'enfant euh, et une symptomatologie douloureuse très importante peuvent essayer un traitement hormonal pour bloquer l'endométriose et les orienter plutôt vers une assistance médicale à la procréation quand la chirurgie risque d'être trop compliquée. Et en fait, la tendance vers laquelle on va actuellement, c'est de modifier une stratégie qui était décrite par le professeur Chaperon, qui était une stratégie
ancienne de laquelle l'endométriose était marquée par de nombreuses chirurgies et surtout des chirurgies qui intéressaient les ovaires et qui se traduisaient parfois par une destruction de la fonction ovarienne et du coup des échecs de prise en charge en assistance médicale à la procréation. Et on pense changer cette approche vers des approches peut-être moins invasives dans lesquelles on donne plus d'espace au traitement hormonal à visée symptomatique pour soulager les douleurs. Et dans certains cas, on peut réaliser une chirurgie que les femmes souhaitent concevoir et cette chirurgie peut être suivie d'assistance médicale à la procréation en cas d'échec de conception. Dans certains cas, on peut programmer une assistance médicale à la procréation sans aucune chirurgie au préalable. Mais on voit qu'on est passé d'une approche qui était très, très chirurgicale vers une approche qui est plus médicale. Et la tendance actuelle, c'est justement de déplacer la prise en charge plutôt vers une prise en charge combinée hormonale et assistance médicale à la procréation. Et il ne faut pas oublier que ces traitements, que ce soit de la chirurgie, les traitements hormonaux, l'assistance médicale à la procréation, doivent être systématiquement associés à des thérapeutiques d'accompagnement, que ce soit des spécialistes de la douleur, des nutritionnistes, l'acupuncture, l'ostéopathie. Et je vous invite à revoir en replay un webinaire qu'on a vraiment dédié à l'accompagnement pour les femmes qui souffrent de douleurs. Et alors, je crois que la difficulté de la prise en charge de l'infertilité dans un contexte d'endométriose, c'est qu'il faut avoir des connaissances d'imagerie pour avoir un diagnostic précis des lésions. Il faut avoir des connaissances en matière de fertilité pour pouvoir évaluer les chances de concevoir en post-opératoire ou en assistance médicale à la procréation. Et puis, il faut évaluer vraiment l'impact des douleurs sur la vie des patientes quand ces douleurs existent. Est-ce que ces douleurs ils persistent après traitement hormonal, en sachant que quand il n'y a qu'un désir d'enfant, sans douleur, l'assistance médicale à la procréation semble être l'approche qui est associée à une balance bénéfice-risque plus favorable. Quand il y a des douleurs importantes qui résistent au traitement hormonal, la chirurgie reste une option intéressante. Donc, voilà, c'est pas toujours simple. C'est pour ça que les approches multidisciplinaires sont fondamentales dans ce domaine. Néanmoins, ce sont des indications pour essayer de décider. Je vous remercie pour votre attention. Merci Et beaucoup, Pietro. C'est très clair. Alors, il y a encore pas mal de questions et ton intervention va certainement générer d'autres. On refera une série de questions après, parce que là, on va s'attacher quand même à parler du cas particulier de l'adénomiose. Et pour ce faire, on a interrogé le professeur Louis Marcelin, que nous écoutons maintenant. Bonjour à tous, je suis le docteur Louis Marcelin, je travaille à l'hôpital Cochin-Port-Royal dans le service de chirurgie gynécologique et nous allons aujourd'hui parler d'adénomiose. L'adénomiose, c'est une maladie assez fréquente, un peu mal connue. On connaît beaucoup l'endométriose, on ne connaît pas très bien l'adénomiose, parce que l'adénomiose, c'est un peu la forme utérine de l'endométriose. L'endométriose ou l'adénomiose, c'est la présence de l'endomètre, c'est le tissu qui est dans la cavité utérine et qui va être à l'origine des règles. Et ce sang des règles, il va pouvoir refluer par les trompes et se retrouver dans la cavité utérine pour donner de l'endométriose, mais il va aussi également pouvoir pénétrer dans le muscle utérin. Alors cette adénomiose, elle peut se présenter sous différentes formes cliniques, elle peut être totalement asymptomatique, elle peut être associée à des douleurs pelviennes chroniques, notamment des douleurs de règles très importantes ou des douleurs pendant les rapports sexuels, et puis elle peut être à l'origine d'une infertilité avec des difficultés pour concevoir ou un risque de fausse couche. Et puis il y a des patientes qui se présentent avec des formes plutôt sur un versant de saignement utérin important. Cette adénomiose, elle provient, comme je le disais tout à l'heure, du tissu endométrial qui va venir coloniser le muscle utérin qui forme l'utérus.
Et ce tissu endométrial qui est dans le myomètre, donc dans le muscle utérin, va réagir aux variations des sécrétions hormonales. C'est difficile d'estimer la fréquence de cette maladie adénomiosique. Donc, le chiffre habituel avancé pour connaître la prévalence, donc la fréquence de cette maladie chez les femmes, elle est en moyenne de 30%. Alors, si on s'intéresse à des séries médicales un peu particulière, eh bien, on s'est rendu compte que c'est une maladie qui touchait pas que les utérus de femmes qui avaient déjà eu des grossesses, mais on a observé cette maladie adénomiosique chez des patientes jeunes, sans enfants. Ce petit schéma pour vous montrer que, effectivement, cette adénomiose, elle peut être diffuse, provient de la cavité utérine et qu'elle va venir envahir le muscle utérin, et puis elle peut être focale lorsqu'elle reprend les mécanismes de reflux menstruel du sang des règles qui va se retrouver dans le ventre à travers les trompes et qui va coloniser le muscle utérin de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, comment fait-on le diagnostic d'adénomiose? L'échographie, qui est un examen qui est facilement accessible et qui va permettre d'identifier sur l'échographie de l'utérus des anomalies particulières typiques de l'adénomiose, avec comme ici un épaississement asymétrique de la paroi utérine qui caractérise la possibilité d'une adénomiose. Il est également possible de faire le diagnostic d'adénomiose grâce à l'imagerie par résonance magnétique, avec des critères bien spécifiques connus des radiologues pour permettre ce diagnostic. Et là aussi, il est capable de faire la différence entre l'adénomiose diffuse et l'adénomiose focale. Cette maladie adénomiosique, donc cette adénomiose de l'utérus, elle partage un lien, on l'a dit tout à l'heure, très étroit avec l'endométriose, parce qu'il est fort probable que l'adénomiose focale, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pouvait provenir des mêmes mécanismes de l'endométriose profonde. Et donc, il est très fréquent d'observer chez les femmes qui ont de l'adénomiose de l'endométriose profonde associée. Et vous voyez ici sur ces images de radiologie, on voit bien en jaune un nodule d'endométriose qui en avant de l'utérus la vessie ou en arrière de l'utérus le rectum, et puis en rouge ce nodule d'adénomiose focale qui est en regard de cette lésion d'endométriose profonde. L'impact de l'adénomiose sur la fertilité est également pas très bien connu, mais on suspecte que les femmes qui ont de l'adénomiose ont un endomètre qui est probablement altéré par cette présence de cellules endométriales en dehors de la cavité utérine. On pense également que les contractions du myomètre et les modifications de la structure même du myomètre, donc du muscle utérin, pourraient participer à cette infertilité. Toute l'inflammation que va générer cette maladie adénomiosique autour de l'utérus peut elle-même impacter le fonctionnement des trompes, la qualité des ovocytes, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule au moment de la fécondation. Et puis enfin, bien se rappeler que l'adénomiose est associée à l'endométriose profonde, qui elle-même est associée à de l'infertilité. La prise en charge de l'adénomiose est une prise en charge qui est multifactorielle et qui doit prendre en compte tous les symptômes de la femme à tous les âges. C'est donc une prise en charge qui va s'intéresser aux problématiques de la douleur, aux problématiques de l'infertilité, mais aussi à la problématique de saignement. Et donc, en fonction des symptômes, on pourra adapter les différents traitements qui vont être à la fois des traitements médicaux, hormonaux et non hormonaux, avec des traitements hormonaux qui vont bloquer les règles, limiter l'inflammation. D'autres traitements pourront être proposés pour traiter l'infertilité, que sont l'assistance médicale à la procréation, avec notamment la fécondation in vitro. Et puis, en cas de saignement important, si les traitements médicaux ne fonctionnent pas, pourra se poser la question de la chirurgie, plus ou moins conservatrice de l'utérus. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on envisage de la chirurgie, il faut bien se poser la question de savoir si la patiente a accompli son projet parental. Donc, on a pu écouter vraiment la complexité aussi de cette adénomiose qui est malheureusement fréquemment associée à l'endométriose et qui joue un rôle clé dans la pathologie et qui nécessite d'être diagnostiquée, dépistée et puis prise en compte. Euh, il y a euh, un autre cas particulier qui est celui des endométriomes qui mérite également réflexion parce que les endométriomes sur les ovaires sont la clé de la fertilité des patientes et nécessitent vraiment un soin
particulier et nous avons demandé au docteur Emmanuel Mathieu d'Argent de mieux nous expliciter l'impact des endométriomes et leur prise en charge. Bonne Si j'ai écoute. un désir d'enfant et que je présente un endométriome, que dois-je faire? Comment prendre en charge cette lésion? D'abord, qu'est-ce qu'un endométriome? Un endométriome, c'est un kyste ovarien de nature endométriosique, c'est-à-dire développé comme toutes les lésions d'endométriose à partir de cellules d'endomètre qui sont ectopiques, c'est-à-dire qui ne sont pas à leur place naturelle et qui sécrètent du sang et des produits de dégradation du sang. Ces kystes peuvent être tout à fait asymptomatiques, ne donner aucune douleur, aucun symptôme, ou au contraire être responsable de douleurs pelviennes très importantes, de douleurs cycliques, de dyspareunie, c'est-à-dire de difficultés, voire d'impossibilité à avoir des rapports sexuels du fait de la douleur. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de ces endométriomes? Il est très facile à faire à l'échographie et bien sûr à l'IRM, mais l'échographie est un très bon examen pour dépister un endométriome qui se présente comme une lésion ronde avec un contenu sanguin, et sur les images d'échographie, ça donne des images avec un petit piqueté très caractéristique qui permet souvent de faire le diagnostic même de la maladie endométriose. Une fois qu'on a diagnostiqué un endométriome, et si on souhaite avoir des enfants, que faut-il faire? L'endométriome n'est pas forcément à opérer. Et même, je dirais, en âge de procréer, il est indispensable d'éviter au maximum toute chirurgie des endométriomes. Sauf évidemment en cas de douleur importante ou de gêne importante, en ayant fait auparavant l'ensemble du bilan de l'endométriose, car en général, l'endométriome est associé à des lésions d'endométriose profondes qui sont responsables des symptômes. Donc il n'est pas souvent nécessaire d'intervenir sur les endométriomes. Est-ce qu'un endométriome peut gêner une grossesse spontanée? Elle peut gêner une grossesse spontanée quand elle provoque une dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports et l'incapacité à avoir des rapports. Sinon, certes, l'endométriome prend de la place dans l'ovaire et crée une certaine pression. Certes, l'endométriome sécrète des produits de dégradation qui peuvent être toxiques sur les ovocytes environnants, mais le plus souvent, le fait d'avoir un endométriome n'empêche aucunement l'ovulation, comme le montre ce graphique qui est issu d'une étude en 2015 très intéressante où l'auteur, Léon Groverty-Maduret, avait montré que chez les femmes qui présentaient un endométriome unilatéral, on dépistait une ovulation pratiquement à tous les cycles et d'un côté aléatoire, du côté de l'endométriome ou de l'autre, sans différence. Si jamais on veut traiter un endométriome, si on doit traiter un endométriome parce qu'il fait mal, alors il existe deux techniques. Soit la kystectomie, qui consiste à enlever complètement le kyste et sa paroi, au risque d'enlever le tissu ovarien qui est contigu à la paroi de l'ovaire, et donc à diminuer le stock d'ovocytes. Cette technique est très efficace, elle se fait par célioscopie. C'est celle qui est le plus efficace sur les douleurs, c'est elle qui est le plus efficace sur les symptômes, et c'est elle qui donne le moins de récidives. L'alternative, c'est une technique conservatrice qui consiste à, sous célioscopie ou par voie vaginale, drainer le kyste, donc le vider, et tenter d'éviter la récidive en coagulant les parois internes du kyste par des techniques de laser, de coagulation ou de sclérothérapie à l'alcool. Ces techniques doivent être utilisées de manière très réfléchie et uniquement en cas de nécessité. En pratique, quand on fait une kystectomie pour endométriome, on diminue le stock d'ovocytes, on diminue les chances de grossesse naturelles et amphibe, surtout quand les endométriomes sont volumineux, multiples et bilatéraux, et surtout en cas de récidive quand on doit ou qu'on est amené à proposer plusieurs interventions successives. En cas de désir d'enfant, toujours se rappeler qu'il est indispensable de préserver son capital ovocytaire et donc d'éviter tout ce qui est toxique pour l'ovaire et d'éviter toutes les chirurgies ovariennes. En cas de chirurgie absolument nécessaire ou en cas d'endométriome qui vont être laissés en place mais qui risquent de se développer, on pourra discuter éventuellement une préservation de fertilité.
En cas de fécondation in vitro, le traitement chirurgical des endométriomes n'améliore pas les chances de grossesse. De nombreuses études l'ont montré. La présence d'endométriome pendant la procédure de fécondation in vitro ne diminue pas les chances de succès. Et dans quelques cas, on pourra proposer le drainage des endométriomes s'ils gênent la ponction ovocitaire. Si le recueil des ovocytes est rendu difficile par la présence d'endométriomes volumineux, alors on pourra envisager le drainage, le plus souvent par voie vaginale, avec des techniques pour éviter la récidive comme la sclérothérapie éventuellement. Dans tous les cas, le message clé, c'est éviter à tout prix la chirurgie des endométriomes chez les femmes en âge de procréer, sauf cas particulier, cette chirurgie n'améliorerait pas les chances de grossesse spontanée ni les chances de grossesse sans fil. Donc, après cette vidéo claire du docteur Emmanuel Mathieu d'Argent, on peut se donner, je crois, Yasmine, un petit moment de discussion pour répondre aux questions des qui arrivent sur le chat et qui sont très nombreuses. Donc, on peut, voilà, je crois qu'il y a plusieurs questions qui méritent discussion. Alors, oui, première question sur est-ce qu'il y a un lien entre la forme d'endométriose, le stade, on peut encore parler de stade d'endométriose, et la probabilité de fertilité? On ne sait pas le dire aujourd'hui à l'avance. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si Isabelle aurait parlé, sinon. Oui, alors le stade de la maladie, le stade que vous connaissez, les stades 1, 2, 3, 4, ils correspondent à une classification américaine de fertilité. C'est le score AFSR. Ces quatre lettres correspondent à American Fertility Society. Donc c'est bien une classification américaine. Et en fait, elle correspond à considérer que en chirurgie, quand on va opérer une patiente et qu'on voit les lésions d'endométriose, bah, chaque lésion vaut tant de points. On additionne toutes les lésions, donc tous les points, et plus le chiffre à la fin est élevé, et plus le stade de la maladie est grave. Et donc, l'intérêt de cette classification, c'est que c'est clairement une classification de fertilité. Et en gros, donc il y a quatre stades, 1, 2, 3, 4, le stade 4 étant le plus grave. Et le stade 4, a priori, si on fait rien par rapport à ça, le pronostic de fertilité spontanée, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un bébé sous la couette, il n'est pas bon du tout. Et moins le stade est sévère, et mieux c'est. Donc ça, c'est pour les stades. Néanmoins, le problème de cette classification, c'est qu'elle ne s'intéresse qu'à la fertilité. Or, on peut avoir des endométrioses très sévères, par exemple de la vessie ou du tube digestif, où le stade, cette classification, le stade, le AFSR va être très bas, et pourtant la maladie est sévère. Donc, si vous appuyez que sur cette classification qui, en principe, nécessite une chirurgie pour évaluer la maladie, oui, un stade 4, le pronostic de fertilité spontanée, il n'est pas bon. Néanmoins, si on opère ces patientes et qu'on retire toutes les lésions et qu'on répare les dégâts, on peut avoir ensuite un pronostic de fertilité spontanée qui va être bon. Pas sûr, mais on peut. Ou alors, on peut dire c'est un stade 4, on n'essaye pas en naturel et on va directement en fécondation in vitro. Ok, merci. Alors, j'ai vu d'autres questions. Une étude anglaise dit qu'un ovocyte congelé tient mieux en implantation qu'un ovocyte frais, et notamment en cas d'adénomiose. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi? Je ne suis pas sûr qu'il parle d'ovocytes congelés. Donc, je suis étonné. C'est peut-être, J'ai lu la question. ouais, C'est pas plutôt embryon C'est congelé? plutôt embryon, ouais. je pense que c'est plutôt des Et là, je pense que embryons tu as un avis, congelés. Pietro. Comment? Et là, je pense que tu as un avis là-dessus. Non, mais Mathilde peut répondre. Il y a un papier de notre équipe qui va apparaître incessamment sous peu dans Fertility Sterility autour de cette thématique. Et donc, Mathilde, tu peux
On peut dire après, je ne sais pas Et certain que alors après, l'étude effectivement, donc je pense soit citée que parce que je crois qu'il n'y en a pas vraiment pour le moment, mais on peut répondre, Mathilde, sur l'embryon frais et effectivement, congelé dans je pense que l'adénomiose. probablement la question était plutôt concernant les embryons. Vous m'entendez là? Oui, je Oui, oui, parle, oui, mais... oui. Oui, oui. Ah, ok. Oui, oui, je disais que probablement, effectivement, on parlait plutôt d'embryons. Après, euh, est-ce que les embryons congelés ont plus de chances d'implantation que les embryons frais dans l'adénomiose? C'est vrai que, on a fait un travail qui est en cours de publication où on montre que le fait de transférer les embryons à distance de la stimulation, donc après les avoir conservés et être loin de cette période où il y a eu une forte stimulation ovarienne avec beaucoup d'hormones qui ont été sécrétées, pourrait être intéressant dans le cadre de l'adénomiose et pourrait augmenter les chances de naissance. Par ailleurs, il y avait de nombreux travaux qui ont été réalisés qui montrent que, effectivement, dans l'adénomiose, parfois, ça pourrait être intéressant de préparer en fait l'utérus d'une manière un petit peu différente, avec une séquence de traitement un petit peu différente, plus spécifique pour cette adénomiose, qui pourrait s'adapter au type de lésion. Et donc, pour préparer cet endomène d'une manière particulière, ben, on préfère dans ces cas-là congeler aussi les embryons au préalable pour pouvoir être à distance de cette période de stimulation. Il y a beaucoup d'hormones qui pourraient agir sur l'endométriose et l'adénomiose avant l'implantation. Si je peux me permettre, en fait, peut-être dans la question, c'est pas tellement la congélation qui est importante, c'est le fait de dissocier le moment où on fabrique des embryons du moment où on les réimplante. Parce que quand on fabrique les embryons, on stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'hormones qui circulent et c'est ce moment-là qui est peut-être pas idéal pour replacer les embryons. Donc, c'est pas le fait de les congeler, c'est le fait de dissocier le moment où on les fabrique du moment où on les replace. Je pense que enfin, c'est peut-être le sens de la question, mais Précision c'est pas la importante. congélation en soi, en fait. Ouais. Ok. Merci pour vos Alors, réponses. Yasmine, il y a une question aussi autour de quelles sont les chances d'aboutir à une grossesse par une fille avec don d'ovocytes dans le cas d'une endométriose pelvienne sévère. Et c'est vrai que ça, c'est une question que malheureusement se pose relativement fréquemment en consultation parce qu'on a parfois des femmes qui ont des endométrioses sévères, qui ont été peut-être jamais opérées auparavant et qui arrivent à un âge pour lesquels malheureusement les chances de fécondation in vitro avec ses propres ovocytes deviennent trop faibles et donc on les oriente vers une procédure de don d'ovocytes et euh, on peut parfois se demander est-ce que le don d'ovocytes ne va pas marcher dans un contexte d'endométriose. Et alors, c'est assez intéressant comme question. Il n'y a pas énormément de données dans la littérature, euh, mais euh, on a fait un travail, on a publié notre expérience en matière de dons d'ovocytes chez les femmes qui ont des endométrioses anatomiquement importantes, et on a des chances de naissance qui sont euh, comme pour les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et il y a une équipe italienne qui va publier une méta-analyse, donc une grande étude sur le don d'ovocytes de l'endométriose. Et le message qui est véhiculé, c'est que ça marche aussi bien que chez les femmes qui n'ont pas endométriose en place. Et qui va vraiment beaucoup changer probablement la politique de prise en charge de cette maladie parce que ça réduit l'impact néfaste de la maladie sur les chances d'implantation elles-mêmes. Donc, globalement, pour répondre à la question, s'il n'y a pas d'obstacle autre que comme on peut le retrouver parfois dans des pelvis avec des hydrosalpinx ou d'autres problèmes, euh, ce n'est pas un obstacle à l'implantation. Merci Pietro. Alors sur l'adénomiose, on peut préciser, parce qu'il y a des questions en ce sens, qu'on peut avoir de l'adénomiose seule ou alors associée à de l'endométriose. Et on peut avoir l'un ou l'autre ou les deux.
Et l'adénomiose, elle est soit diffuse, donc ça veut dire qu'elle est au sein du myomètre, arrêtez-moi si je me trompe, hein, elle est au sein du myomètre et Dans elle les peut deux cas, être, c'est au sein du myomètre. mais si elle est focale, elle est associée à une lésion profonde, elle est de l'extérieur, elle est de l'autre côté de l'utérus, non? Non, pas Oui. forcément. L'adénomiose diffuse, c'est qu'il y en a un peu En fait, dans partout les dans le deux cas, myomètre. l'adénomiose, c'est Et la définition de l'adénomiose, c'est la présence. Non, non, il n'y a pas de problème. vas-y, vas-y. On disait que l'adénomiose, en fait, la définition de l'adénomiose, c'est le fait d'avoir des cellules de l'endomètre qui sont implantées à l'intérieur du myomètre. Donc après, il existe différentes formes d'adénomiose. Et c'est vrai on distingue deux formes, comme ça a été expliqué. Souvent, l'adénomiose diffuse, qui est plutôt souvent une adénomiose présente dans le myomètre interne, c'est-à-dire le plus proche de l'intérieur de la cavité, le plus proche de l'endomètre, et l'adénomiose focale du myomètre externe, qui est plutôt dans la partie externe du myomètre et qui va se retrouver en regard de lésions d'endométriose profonde dans plus de 90% des cas. Voilà, Juste, je voulais rajouter que, en fait, de l'adénomiose, elle peut être diffuse, c'est-à-dire répartie un peu partout dans l'utérus, mais il peut y avoir aussi de la focale. Il y a juste de l'adénomiose à un endroit. Voilà, donc c'est ça. Donc, il y a l'adénomiose, en fait, il y a plein de formes d'adénomiose, associées ou pas de l'endométriose profonde. Mm. Et ça rejoint la question de une des spectatrices qui posait une question sur les classifications de l'adénomiose. Il n'y a pas de classification établie d'adénomiose à l'heure actuelle. Il y a plein de choses qui sont proposées par les différents experts dans le monde. La focale et la diffuse, c'est probablement, comme on vient de ils viennent d'être définis par Mathilde, c'est focale et diffuse, c'est probablement les plus fréquentes des lésions, mais il y a plein d'autres types spécifiques de lésions d'adénomiose. Euh, Après, il y a une question sur faut-il opérer un hydrosalpinx sans projet de grossesse? Un hydrosalpinx, c'est une trompe qui probablement ne fonctionne plus et qui s'est bouchée et dilatée et qui contient un liquide. Globalement, on pense que ces trompes bouchées dilatées peuvent diminuer les chances d'implantation. Elles peuvent diminuer les chances d'implantation tant en fertilité spontanée que en fécondation in vitro, parce que le liquide qui est contenu dans l'hydrosalpinx pourrait diminuer les chances d'implantation par des mécanismes qui ne sont pas bien connus, mais peut-être proches d'un fameux mécanisme inflammatoire qui altérait la capacité de l'endomètre à implanter un embryon. Est-ce qu'il faut le retirer son projet de grossesse? Il n'y a pas d'obligation, hein, surtout pas. Alors, il faut savoir que l'hydrosalpinx, comme plein de lésions, peut être associé à un surrisque d'infection qui est faible et difficilement évaluable, mais on peut vivre toute la vie avec un hydrosalpinx en dehors du désir de grossesse. Par contre, dans un contexte d'infertilité ou surtout d'échec de fécondation in vitro ou avant un don d'ovocytes, comme c'était le cas de l'autre question auparavant, oui, il est recommandé de les opérer. En revanche, l'adénomiose, elle ne s'opère pas. Oui, il y avait une question sur l'adénomiose. Voilà. Alors, Alors, ouais. l'adénomiose, vas-y, Ouais, vas-y. il y a une question d'une des spectatrices qui dit, est-ce qu'on peut réduire le risque de fausse couche en retirant les lésions d'adénomiose? Alors là, je pense que il faut peut-être remoduler la réponse en fonction du type d'adénomiose. Mais je ne sais pas qui veut répondre ou je fais. Bah, c'est vrai que Isabella. ouais, vas-y. Vas-y, Mathilde, tu as Non, commencé. non, non. Donc, en fait, l'adénomiose, la seule manière de guérir de l'adénomiose, c'est d'enlever l'utérus. Donc, en termes de fertilité, retirer l'utérus, ça marche pas super bien. Quand l'adénomiose est diffuse, quand il y en a partout dans l'utérus, évidemment qu'on ne peut pas l'opérer, on ne peut pas
creuser chacune des petites tranchées que je vous ai montrées, ça ferait un utérus complètement mité et ce serait impossible qu'un embryon s'implante là-dedans. Ça se discute sur les adénomyomes ou les adénomioses focales, c'est-à-dire quand il y a un nodule d'adénomiose vraiment bien défini, bien limité. On se pose la question, il y a des techniques qui sont décrites, qui se font relativement peu en France, qui se font dans d'autres pays, mais après, ça fait une cicatrice sur l'utérus dont on ne sait pas très bien comment cette cicatrice va tenir quand l'utérus va grossir, 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 quand il y aura une grossesse dedans. Donc, il y a de la recherche là-dessus, il y a des équipes qui opèrent. Et puis, il y a des petites cryptes d'adénomiose qui saignent. Ça, parfois, en chirurgie, ça peut être intéressant, mais ça reste quand même pas le plus fréquent. Mais grosso modo, l'adénomiose sur le plan chirurgical, c'est plutôt décevant. C'est plutôt décevant, comme Isabella le dit, et puis les données de la littérature, pour répondre vraiment à la question du risque de fausse couche, n'ont jamais montré que la chirurgie de l'adénomiose va améliorer le pronostic obstétrical. Ça n'a jamais été démontré. Alors, il y a une question qui demande une précision. On dit qu'on ne peut pas connaître son niveau d'infertilité, mais il existe cette classification SFR. Je ne comprends pas. En fait, quand on utilise la classification, c'est qu'on est déjà face à quelqu'un d'infertile qu'on opère et qu'on va voir toutes les lésions et que on voit si malgré toutes ces lésions, il y a une possibilité de grossesse. Mais pour ça, il faut avoir le diagnostic et il faut aller opérer. Mais quelqu'un qui a de l'endométriose tout venant, chez qui il n'a pas d'infertilité, on ne peut pas savoir. Je ne sais pas si c'est plus clair. N'hésitez pas à nous dire, Mélanie, si c'est plus clair. Après, en fait, c'est très controversé aussi les histoires des stades dans nos métiers de la classification américaine. Parce que c'est vrai que c'est très intuitif et pratique pour se comparer les uns avec les autres, de parler de stades 1, 2, 3 et 4. Mais euh, quand Isabella vous a montré en début de présentation, ou Mathilde également vous a montré dans ses diapositives, vous avez vu qu'il y a plein de lésions différentes d'endométriose. Il y a l'endométriose qui peut rentrer de la vessie, de l'intestin, qui peut être sur les ovaires, il peut y avoir des adhérences, il peut y avoir plein de lésions différentes. Quand on parle de stade 1, 2, 3, 4, on ne comprend pas du tout quelles sont les lésions anatomiques dont souffrent les patientes. Et puis, pas de corrélation effectivement avec la symptomatologie douloureuse. Donc, c'est vrai que en pratique, cette classification nécessite d'être opérée parce que c'est un diagnostic chirurgical. Et en plus, euh, elle ne donne pas d'informations claires du type de lésion qu'on a. Donc, et une classification qui est malheureusement destinée petit à petit à disparaître. Ce que je voudrais quand même repréciser, c'est que endométriose et adénomiose, encore une fois, ne riment pas avec infertilité. Il y a de très, très nombreuses femmes à qui on avait dit, vous êtes une endométriose de stade 4, ça va être très difficile d'avoir un enfant, qui sont quand même tombées enceintes sans, sans entrer en protocole FIV pour autant. Donc voilà, tout est possible, hein. On dit bien qu'il y a des endométrioses et pas une endométriose. Chaque cas est unique, chaque prise en charge est unique, mais c'est pareil aussi pour les questions de fertilité. Ne partez pas bille en tête en vous disant « Ouh là là, j'y arriverai pas, j'ai une adénomiose, j'ai une endométriose, ça va être compliqué. » Mm. C'est, vous le verrez au fil du temps dans votre parcours. Dans les présentations, il a bien été dit que voilà, il ne faut pas non plus attendre 2 ans d'essai avant de se poser les questions, bien évidemment. Mais voilà, ne partez pas mis en tête que ça va être forcément compliqué, voire impossible. Alors, est-ce que l'endométriose peut provoquer des atrophies ovariennes? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Si, Qui peut répondre? qui dit atrophie ovarienne, dit préservation de la fertilité. Mathilde.
Oui, alors, qu'est-ce qu'une atrophie ovarienne? Je sais pas exactement qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette question. Est-ce que c'est le fait que les ovaires aient une quantité ou diminuée en ovocytes? En tout cas, ben, on retourne un pense peu que sur c'est les... ça qu'elle entend. Voilà. Une faiblesse ovarienne. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ben, on peut observer dans l'endométriose, en tout cas, on s'est discuté de savoir si l'endométriose en soi altère la quantité d'ovocytes présents au niveau des ovaires. C'est pas si clair que ça. Après, c'est vrai, quand on a des gros kystes ovariens, ben, c'est probablement, il peut quand même probablement avoir un impact de ces kystes sur la qualité ou la quantité ovocytaire, mais ça va être surtout la chirurgie de ces kystes qui pourrait entraîner une réduction importante de la quantité d'ovocytes présents dans les ovaires, parce que comme l'a très bien dit Isabella, en fait, quand la chirurgie est faite, la chirurgie d'exérèse des kystes est faite, et bien, selon les techniques, parfois on peut être amené à enlever du tissu ovarien sain et du coup diminuer la quantité d'ovocytes présents au niveau des ovaires. Ok. On peut peut-être... Enchaîner. il y a d'autres questions, mais je ne sais pas s'il est peut-être opportun, Yasmine, qu'on envisage évoquer aussi d'autres parcours de soins que celui médical stricto sensu, et que il n'y a pas que les médecins qui sont là pour accompagner les femmes dans un contexte de désir d'enfant. Il y a d'autres professionnels de santé, comme les sages-femmes, qui sont qualifiés pour faire des bilans et accompagner dans le parcours de le chemin de désir d'enfant. Et je vous propose de regarder la vidéo de Alexandra Benoît, sage-femme, qui a une grande expertise dans la prise en charge de l'infertilité et de l'endométriose, et qui peut vous donner, mieux vous expliquer comment elles peuvent accompagner les femmes dans le désir d'enfant. La sage-femme est aujourd'hui un acteur indispensable qui se trouve au cœur de la santé de la femme tout au long de sa vie. Nous avons vu évoluer en tant que sage-femme notre métier au cours des 15 dernières années, notamment depuis la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, qui nous permet de pratiquer des consultations gynécologiques de prévention. Nous avons un rôle primordial dans l'écoute des symptômes douloureux des femmes, dans le repérage précoce et la prise en charge de l'endométriose en soins primaires, avec notamment la prescription des premiers examens complémentaires et des premiers traitements médicamenteux. Alors, la prise en charge de ces femmes ne sera pas la même en fonction de leur désir de grossesse. En effet, l'endométriose est aujourd'hui reconnue comme la première cause d'infertilité en France, même si toutes les femmes atteintes d'endométriose ne sont bien sûr pas infertiles. Cependant, il est aujourd'hui pas envisageable de déterminer quelles femmes atteintes d'endométriose feront potentiellement face à une infertilité. Pour les femmes qui n'ont pas de projet de grossesse dans l'immédiat, il est tout à fait possible pour la sage-femme, lors d'une consultation, de discuter l'intérêt d'une préservation de la fertilité en prenant en compte la balance bénéfice-risque, bien sûr, d'une telle démarche. L'idée serait de congeler des ovocytes dans le cas où il existerait plus tard des difficultés à avoir une grossesse. Pour les femmes qui ont un désir de grossesse immédiat, soit l'endométriose a été diagnostiquée au décours d'un bilan d'infertilité du couple, soit la femme savait déjà qu'elle avait de l'endométriose. Si une infertilité est avérée, on adressera donc le couple à un médecin spécialiste de la reproduction afin de proposer une prise en charge adaptée. On peut également adresser dans un centre les couples de femmes et les femmes célibataires non mariées qui souhaitent accéder à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, puisque c'est maintenant autorisé depuis la nouvelle loi de bioéthique de 2021. Durant le parcours d'assistance médicale à la procréation, les sages-femmes peuvent participer à l'éducation thérapeutique, prodiguer aussi des conseils hygiéno-diététiques ou bien en sexologie, accompagner les femmes à l'aide de séances de relaxation, des séances de sophrologie, expliquer les auto-injections, assurer aussi les échographies pelviennes en cours de stimulation ovarienne et aussi les aider dans l'accompagnement de la gestion de la douleur.
Si maintenant la femme, elle présente un désir de grossesse immédiat, mais sans avoir encore essayé, la sage-femme, dans ces cas-là, pourra lui proposer une consultation, ce qu'on appelle préconceptionnelle, pour faire le point sur les lésions d'endométriose, sur la douleur qu'elle ressent, sur sa qualité de vie, les inquiétudes ou les peurs vis-à-vis de cette grossesse, le déroulement des éventuelles grossesses précédentes, son alimentation, son activité physique, le sommeil, le rythme de travail, les vaccinations, l'environnement, sa situation familiale, où est-ce qu'elle en est, afin de préparer au mieux la grossesse pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions pour la santé de la femme, du couple s'il y a un couple et du bébé à venir. Alors, comment est organisé le suivi de la grossesse d'une femme qui est atteinte d'endométriose ? Il est tout à fait possible de mener à terme une grossesse normale et d'être suivie par un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme, malgré la présence de lésions d'endométriose, avec une surveillance médicale un petit peu plus attentive. Dans la grande majorité des cas, la grossesse et l'accouchement vont se passer sans encombre et représentent même un répit pour ces femmes. En effet, parce qu'elle suspend les cycles menstruels, la grossesse s'accompagne généralement d'une nette diminution, voire même d'une disparition des symptômes de l'endométriose. Néanmoins, on sait que pendant les 3 premiers mois de la grossesse, il arrive parfois que ces symptômes soient toujours présents, voire même un petit peu plus intenses chez certaines femmes, mais ils vont s'atténuer fortement, voire même disparaître au cours des 2 derniers trimestres de la grossesse. Lorsque les adhérences ou les lésions d'endométriose affectent les ligaments qui attachent l'utérus à la paroi de l'abdomen, les douleurs ligamentaires peuvent apparaître de manière un petit peu plus intense que lorsqu'on a une grossesse sans endométriose. Concernant le risque de fausse couche au premier trimestre, il n'existe pas vraiment de consensus défini sur l'impact de l'endométriose sur le risque de fausse couche spontanée. Durant la grossesse, lors des échographies obstétricales qui peuvent être également réalisées par les sages-femmes, on sera plus attentif sur certaines complications obstétricales, telles que le placenta prévia et le retard de croissance. Le placenta, c'est l'organe dans l'utérus qui se développe pour assurer les échanges nutritifs entre la mère et l'enfant. Le placenta peut prendre une position parfois inhabituelle, à proximité du col, ou alors il vient recouvrir le col, ce qui rend l'accouchement par les voies naturelles difficile, voire même impossible. Lors des consultations de suivi mensuel de la grossesse, on pourra prodiguer aussi des conseils hygiéno-diététiques, préparer les femmes et les couples à l'accouchement et les accompagner au mieux pour vivre cette grossesse sereinement et préparer l'arrivée de ce bébé. Après l'accouchement, à partir du retour de couche, ce qui est le retour des règles, les symptômes réapparaissent, sauf bien sûr si un traitement continu à base d'hormones contraceptives est mis en place avec l'accord de la patiente. Chez certaines femmes, l'allaitement maternel prolongé peut retarder le retour de couche et donc le retour des symptômes de l'endométriose. Malheureusement, la grossesse ne guérit pas l'endométriose, elle va faire que la mettre en sommeil. Donc on peut dire que la sage-femme trouve toute sa place dans le suivi et l'accompagnement des femmes qui présentent des lésions d'endométriose. Elle a sa place aussi bien sur le plan gynécologique dans le repérage et la prise en charge de l'endométriose, mais aussi sur le plan obstétrical dans la prise en charge préconceptionnelle, prénatale et postnatale. La sage-femme va travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels de santé. Elle orientera, si besoin dans les cas de situation à risque, vers un médecin compétent et vers des praticiens qui peuvent proposer des thérapeutiques complémentaires au suivi médical si la femme en ressent le besoin. Voilà, je pense qu'on peut revenir sur une idée reçue. La grossesse ne guérit pas l'endométriose, c'est une mise en sommeil. Voilà. Alors, nous, on reçoit souvent beaucoup de questions des femmes qui craignent un petit peu qu'avec l'endométriose, la grossesse se passe mal. Elles ont peur d'entrer dans la catégorie des grossesses à risque et que tout soit très compliqué. Eh bien, je vous propose d'écouter à nouveau Louis Marcelin qui va nous parler justement de cette situation de grossesse avec l'endométriose. Nous allons parler aujourd'hui d'endométriose et grossesse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites sur l'endométriose et la grossesse. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette question de la conséquence de l'endométriose sur la grossesse ou de la grossesse sur l'endométriose, c'est qu'il y a effectivement 2 volets. Quel va être l'impact de la grossesse sur la maladie, quel va être l'impact de la maladie sur la grossesse. Et là, il faut bien distinguer les 2 situations.
Je vais vous rassurer tout de suite, il y a quand même énormément de grossesses chez des femmes qui ont de l'endométriose, qui est une maladie fréquente, qui se passent très bien. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose et qui n'ont pas de problème de fertilité, qui ont des grossesses spontanées et qui vont avoir des grossesses qui vont poser aucun problème. Lorsqu'on s'intéresse aux données des complications de la grossesse à cause de l'endométriose, on se rend compte que finalement, eh bien, les femmes qui sont atteintes d'endométriose ont de façon assez hétérogène dans les différentes publications scientifiques qui sont des études rétrospectives, eh bien, il y avait un petit surrisque d'accouchement prématuré, un petit surrisque de maladie hypertensive de la grossesse, un petit surrisque d'hémorragie. Et puis, dans le service, on a piloté une étude multicentrique dans différents hôpitaux de France. Et lorsqu'on a regardé chez plus de 1000 patientes qui n'avaient pas d'endométriose et plus de 400 patientes qui avaient de l'endométriose, on s'est rendu compte que dans le groupe des femmes qui avaient de l'endométriose, on n'avait pas retrouvé ce surrisque d'accouchement prématuré, on n'avait pas retrouvé ce surrisque d'hypertension pendant la grossesse, on n'avait pas retrouvé ces risques de petits poids de naissance chez les enfants de femmes qui avaient de l'endométriose. Donc, les données sont plutôt discordantes et en règle générale, elles sont plutôt rassurantes. Ceci nous a amené à considérer que les femmes qui avaient de l'endométriose, eh bien, il ne fallait pas modifier le suivi habituel de la grossesse et il fallait suivre ces grossesses de façon tout à fait normale. Il y a des données assez robustes qui ont montré que lorsque on comparait les symptômes douloureux avant la grossesse et puis pendant et après la grossesse, eh bien, on s'est rendu compte que la grossesse était finalement le moment où les symptômes avaient tendance à diminuer, voire complètement s'estomper. Et puis après la grossesse, ils avaient tendance à être un peu moins importants qu'avant la grossesse. On a montré que les lésions d'endométriose à l'IRM avaient tendance à diminuer en taille après l'accouchement par rapport aux IRM qui avaient été faits avant la grossesse. Donc tout ça fait penser que quand même la grossesse et les hormones que vont produire la grossesse ont un effet très positif sur les symptômes de l'endométriose. Il existe, c'est vrai, des risques de complications de l'endométriose à cause de la grossesse. Alors ça, c'est des raretés, bien se rappeler que c'est des choses très rares, mais il se trouve que la lésion d'endométriose va réagir à l'ambiance hormonale de la grossesse et donc peuvent se modifier. Ça peut provoquer des épisodes d'hémorragie ou de complications digestives ou de fragilité utérine, mais ça reste des cas extrêmement exceptionnels qui se comptent sur les doigts de la main et bien se rappeler que chez les femmes qui ont de l'endométriose, eh bien, les grossesses se passent bien. Donc, en conclusion, pour les femmes qui ont de l'endométriose, premier point, c'est effectivement, il y a des données qui disent que peut-être qu'il y a un surrisque de complications obstétricales, mais les données les plus récentes montrent que finalement ce risque est modéré, voire quasi nul. On ne sait pas exactement quelle est l'origine de ces complications, mais il y a des données scientifiques et de la recherche en cours sur cette thématique. Il paraît raisonnable de ne pas modifier le suivi obstétrical des femmes qui ont l'endométriose ou qui ont été opérées d'endométriose et bien se rappeler qu'il peut exister des complications chirurgicales liées aux modifications de l'endométriose par la grossesse, mais que ces événements sont extrêmement rares et donc il faut avoir un message parfaitement rassurant sur les issues de grossesse des femmes qui ont de l'endométriose. Je vous remercie. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce magnifique webinaire. J'espère qu'il vous a permis d'en apprendre beaucoup sur vos pathologies. Je voudrais remercier nos orateurs, Isabella Chanavaz-Lacheret, Mathilde Bourdon, Pietro Santoli, à distance Alexandra Benoît, Louis Marcelin, Jérémy Boujna et Emmanuel Mathieu d'Argent, pardon. Je vous remercie, vous tous, de nous avoir suivis ce soir encore pour ce dernier webinaire. Et on va vous inviter, bien sûr, à donner votre avis en remplissant le petit questionnaire de satisfaction qui devrait apparaître d'ici peu. Et pendant ce temps-là, Pietro, si tu avais un mot de la fin. Alors, peut-être avant de conclure, un mot de la fin, c'est toujours compliqué parce qu'il y a eu tellement de messages importants qui ont été délivrés pendant ce webinaire. Néanmoins, je me permets peut-être de résumer quelques points qui me semblent importants. Certes, on l'a vu,
avec l'exposé d'Isabella, il existe un petit surrisque d'infertilité en cas d'endométriose, mais l'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité et probablement la vaste majorité des femmes pourront concevoir spontanément. Dans ces chances de concevoir spontanément, il faut savoir qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun moyen puissant euh, qui permet de prédire les chances reproductives d'une femme et que l'âge joue un rôle majeur, c'est le facteur pronostic le plus important. Alors, si le désir d'enfant n'est pas systématique, on sait aussi, comme Mathilde l'a montré dans son exposé, que la préservation de la fertilité reste une approche à discuter au cas par cas avec les professionnels de santé, parce que cette approche permet de congeler des gamètes, congeler des ovocytes, et c'est intéressant surtout en préopératoire. Et puis, quand il existe une infertilité avérée, donc une véritable difficulté à concevoir, entre guillemets, naturellement, la prise en charge de l'infertilité reste une prise en charge multidisciplinaire, nécessite une prise en charge globale avec une tendance actuellement peut-être à éviter les chirurgies répétitives et surtout les chirurgies qui exposent les femmes à des risques de complications importantes. Euh, on n'oublie pas que la chirurgie est importante pour soulager également les douleurs et que la prise en charge en assistance médicale par FIVIXI reste une option associée à peu de risques et également bien efficace pour aider les femmes et les couples à concevoir. Je crois qu'il est temps de conclure. Alors, pour mémoire, vous trouverez tous les replays de ces 4 webinaires sur les sites d'Endo-France, mais également sur les sites des laboratoires Merck. Et voilà, merci vraiment à toutes et tous pour votre participation. Merci à tous les organisateurs. Merci aux orateurs. Merci à tout le monde et surtout, belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Belle Merci soirée à beaucoup. tout le monde. Au revoir.